I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Bonjour et bienvenue dans votre émission Les Décodeurs Atlantiques. Plus qu'un mois pour l'entrée en vigueur de la nouvelle mouture de la loi sur les délais de paiement. Il ne reste plus que quelques jours et pourtant aucun texte d'application n'a encore été publié. Que stipule cette loi et pourquoi ce retard? Ce sont des questions qu'on se pose aujourd'hui avec notre décodeur Amine Diori, responsable études et communication au sein d'Inforisque. Amine Diori, bonjour. Bonjour Acha. Comment ça va ce mercredi? Très bien, merci. Très bien, comme toutes les semaines. Comme toutes les semaines. On s'en réjouit. Le Maroc qui vient de déposer sa candidature pour organiser la Coupe du Monde 2026. Le Maroc est capable d'organiser la Coupe du Monde de football après avoir développé une grande expertise organisationnelle en abritant la Coupe 22. C'est ce qu'a déclaré le week-end dernier le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rachid Talbelaalami. Alors, est-ce vrai? Est-ce que le Royaume a les moyens d'organiser la Coupe du Monde? C'est notre deuxième sujet des décodeurs. C'est parti. Alors la loi sur les délais de paiement devrait entrer en vigueur le 19 septembre prochain. Le problème, c'est que aucun texte d'application n'a encore vu le jour. Amine Diori, avant de commenter cette entrée en vigueur, les textes d'application qui sont en retard, que prévoit cette loi adoptée l'année dernière ? Alors oui, il est important de préciser que ce n'est pas une nouvelle loi, c'est une loi qui fait suite à une première mouture qui avait été votée en 2011, la loi 3210, sur les délais de paiement. Et qui avait pour but justement de réguler une problématique majeure de l'entreprise qui est celle des délais de paiement du crédit interentreprise. Et donc, après quelques années, on s'est rendu compte que ça ne marchait absolument pas. Pourquoi ça ne marchait absolument pas? Parce que déjà, dans la relation interentreprise, il y a une relation entre une entreprise grande et souvent une entreprise plus petite. D'où un rapport de force qui est souvent défavorable à la plus petite, la grande imposant ses conditions de paiement à la plus petite. Et de peur de perdre ce client qui peut représenter une part importante de son chiffre d'affaires, la petite entreprise n'applique pas justement ce qui était prévu dans la loi 3210, c'est-à-dire une pénalité de retard, à son client de peur justement de perdre une partie de ce chiffre d'affaires. Et donc, ce qui fait que les pénalités n'étaient pas prises en compte, et donc il se passait rien. On a vu que les délais de paiement ont continué de fortement augmenter entre 2011 et 2016. Je prends l'exemple toujours des TPE qui ont vraiment le plus souffert en termes de délais de paiement. On était encore il y a quelques années à peine 5 mois de délai de paiement. On a dépassé les 10 mois de délai de paiement pour les TPE, ce qui est absolument gigantesque, parfois 12 mois sur certains marchés publics. Donc c'était une vraie catastrophe. C'est une vraie catastrophe. Et par ailleurs, la loi 3210 n'incluait pas les établissements publics. Donc il n'y avait que les entreprises privées dans la sphère. Aujourd'hui, ce qui change concrètement, c'est que vous appliquez ou que vous n'appliquez pas ces pénalités, de toute façon, elles vont être prises en compte par le fisc. C'est-à-dire que à partir du moment où on comptabilise une facture qui doit être payée en temps et en heure, à partir du moment où on dépasse 90 jours plus une journée, etc., des pénalités commencent à rentrer en vigueur et le fisc va en tenir compte au niveau de justement de ces pénalités dans le calcul. Du coup, la TPE ou la PME n'est pas obligée de dénoncer son client au risque de perdre son marché. Non, elle n'est pas tenue de l'énoncer, mais elle est obligée d'appliquer cette loi, d'appliquer les pénalités. Donc c'est une bonne chose en fait. Bien sûr, puisque comme je l'ai dit, tout dans la question des délais de paiement, tout est un rapport de force. On voit clairement que les grands donneurs d'ordre que sont l'État et les grandes entreprises ne jouent pas le jeu. Aussi bien au niveau des marchés publics que au niveau des grandes entreprises. Elles ont le pouvoir de leur côté, donc elles l'imposent aux plus petites entreprises. Et aujourd'hui, on voit clairement que les différentes entreprises ont augmenté de manière parallèle, similaire à l'augmentation des délais de paiement. Ce sont des courbes quasiment identiques aujourd'hui qu'on voit. Donc c'est une problématique majeure et il fallait bien réguler à un moment donné ce crédit interentreprise qui aujourd'hui dépasse, je le rappelle quand même, le montant du crédit bancaire. Alors alors que ce crédit interentreprise il y a encore quelques années était largement en dessous en termes d'encours, était largement en dessous du crédit bancaire. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas.
Donc on voit bien qu'il y a une problématique à ce niveau-là. Alors il y a aussi des exceptions prévues par cette loi, et notamment la possibilité pour certains secteurs de demander un délai supérieur à 3 mois. Oui, effectivement. Certains secteurs, certaines activités, pour des raisons structurelles, liées notamment à leur cycle d'exploitation, ont des délais de paiement largement supérieurs aux 90 jours. La loi prévoit justement, la loi 4915 prévoit que certains de ces secteurs peuvent prévoir des accords qui permettent d'allonger ce délai au-delà des 90 jours. Mais ils ont jusqu'au 31 décembre 2017 pour le faire. Or, aujourd'hui, on ne connaît toujours pas ces secteurs. C'est ça, un de ces textes d'explication de la loi doit justement dire quels sont les secteurs qui sont visés. Est-ce que ça va être le BTP? Est-ce que ça va être l'agriculture? Est-ce que ça va être l'agroalimentaire? Vous avez votre idée quels sont ces secteurs qui pourraient être concernés par cette dérogation, entre guillemets? En réalité, je viens de les citer. Enfin, citer quelques-uns. L'agriculture, l'agroalimentaire, le BTP, peut-être la pêche également. Donc voilà. En tout cas, certainement, c'est déjà ces quatre activités, ces 4 secteurs. Alors, dans la version précédente, la loi sur les délais de paiement prévoyait des pénalités de retard de 10%. Et il paraît, en tout cas selon l'économiste, le gouvernement et la CGM avaient convenu de revoir ce montant à la baisse. On ne sait pas aujourd'hui si ça a été fait ou pas, parce que justement on n'a pas les textes d'application pour le savoir à un mois de l'entrée en vigueur de cette loi. Est-ce qu'à votre avis c'est une bonne idée de revoir à la baisse cette pénalité? Oui. Alors je précise une chose, tant que les textes d'application n'ont pas été publiés, l'ancienne loi continue de s'appliquer. C'est-à-dire qu'on parle toujours aujourd'hui de 10% de la loi 3210 qui continue de s'appliquer. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose de revoir à la baisse le montant de ces pénalités? Alors oui, effectivement, il faut pas non plus que ce soit que ces taux soient trop bas, parce que sinon ça devient plus intéressant pour une entreprise. En fait, l'entreprise, quand elle finance son cycle d'exploitation, elle a le choix entre 2 choses. Soit elle va financer son cycle avec du crédit bancaire, soit elle va le financer avec du crédit interentreprise. Aujourd'hui, on sait que un crédit de trésorerie, quand vous voulez financer votre cycle d'exploitation, c'est autour de 7-8% en moyenne. Il est évident qu'il ne faut pas que le montant des pénalités soit inférieur à ce montant-là, sinon ça devient plus intéressant pour l'entreprise de faire appel au crédit interentreprise. Il faut que ce soit au minimum au même montant que le crédit bancaire, voire plus. Mais il ne faut pas non plus que ce soit pénalisant pour l'entreprise. Donc 10%, c'est... Alors pour moi la bonne fourchette c'est évidemment entre 7 et 10%. Oui, justement il paraît qu'on pense à un taux de 7%. La loi prévoit également la création de l'observatoire sur les délais de paiement. Quel rôle il aura cet observatoire ? Alors le rôle de l'observatoire déjà c'est de publier chaque année un rapport. La France le fait à son propre observatoire, publie chaque année son propre rapport, et j'avoue que le contenu qui est inséré est très intéressant en termes de délai de paiement par secteur d'activité, en termes de répartition entre entreprises publiques, entreprises privées, l'État. On voit que l'État par exemple est aujourd'hui meilleur payeur que en France est meilleur payeur que les entreprises privées. On y voit les retards de paiement. On essaye de comprendre les causes, et ça, évidemment, ça a une incidence sur ce que le ministère de l'économie en France, Bercy, peut faire comme action justement pour essayer d'améliorer les choses. Et c'est grâce justement à ce rapport, grâce à cet observatoire des délais de paiement, que par exemple Bercy a pris récemment l'initiative très intéressante de mettre des amendes très élevées sur les entreprises qui ne respectent pas les délais de paiement. Donc par exemple de très grosses entreprises comme SFR en France avaient reçu des amendes de plus de 250 000 euros suite à des dépassements de délais de paiement. Elle a fait aussi sur son propre site ce qu'on appelle le name and shame, c'est-à-dire nommer publiquement de mauvaises entreprises, enfin des entreprises mauvaises payeuses, de les dénoncer publiquement pour justement que ça les incite à ne pas être
être ainsi mis en avant devant le public, qu'elles soient incitées à payer plus rapidement ses fournisseurs. Oui, ce sont des données dont on ne dispose pas au Maroc, où on a quelques données quand même qui nous permettent de savoir un peu qui sont les mauvais payeurs, les secteurs qui sont le plus pénalisés par ces retards des délais de paiement. Alors, à notre niveau à nous, c'est-à-dire au niveau d'Inforisque, on a des informations puisqu'on a une base de plus de 500 000 sociétés. Donc, on va travailler sur une base bilancielle, c'est-à-dire qu'on va regarder une agrégation de bilans en fin d'exercice et on va regarder les délais de paiement, dès les clients, dès les fournisseurs. Après, grâce à ça, on est capable de faire des normes sectorielles, de calculer des normes sectorielles, d'où les statistiques que je publie assez régulièrement sur justement les délais de paiement des entreprises TPE, PME, grandes entreprises, qui proviennent justement de cette base bilancielle qui évolue chaque année. Maintenant, effectivement, l'Observatoire aura peut-être à sa disposition d'autres sources qui permettront de venir compléter ce qu'aujourd'hui nous disons déjà. Alors, quels sont les secteurs à votre niveau qui sont le plus pénalisés ? Alors, qui pénalise le plus, c'est certainement le commerce pour les TPE, où là, j'ai vu un pic à plus de 11 mois. Pour la TPE uniquement. Les autres catégories d'entreprises que sont la PME et la grande entreprise, bizarrement, sont sur des montants des ratios beaucoup plus bas. Mais par contre, la TPE commerce, dans le secteur du commerce, souffre énormément. Avec les distributeurs Alors oui, effectivement, c'est les grossistes, etc. Avec notre décodeur Amine Joly, responsable études et communications au sein d'Inforisque, on parle de la loi sur les délais de paiement qui devrait entrer en vigueur en septembre prochain. Mais les textes d'application n'ont toujours pas vu le jour. Alors justement, Amine Joly, comment on peut expliquer ce retard d'une année ? Parce que la loi a été publiée l'année dernière au bulletin officiel, donc elle prévoyait une année avant l'entrée en vigueur. Bon, c'est vrai, pour moi, ça reste quand même inexplicable vu l'importance de l'enjeu pour les entreprises. On attend beaucoup de ces délais de paiement. Je le rappelle encore une fois, il y a un lien de corrélation évidente, quoi qu'on en dise, entre trésorerie et délais de paiement et défaillance d'entreprise. Donc c'est une question de survie pour l'entreprise que cette loi entre en vigueur et qu'elle soit enfin appliquée. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis un an ? Il y a évidemment eu les élections, il y a eu un long moment de passage à vide où la gouvernance n'était plus assurée. Et puis aussi les priorités du nouveau gouvernement qui est de favoriser les mesures en faveur du climat des affaires et notamment l'évolution du classement Doing Business. Mais les délais de paiement ne rentrent pas dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires justement ? Si, mais aujourd'hui le Maroc est déjà plus ou moins bien classé. Il y a des choses à faire, mais les priorités sont autres, c'est-à-dire tout ce qui est charte de l'investissement, tout ce qui aujourd'hui est prévu pour améliorer les points faibles du classement, c'est-à-dire améliorer l'investissement au Maroc, la loi sur les nantissements nantissements bancaires. Il y a aussi les difficultés d'entreprise, la loi sur les difficultés d'entreprise qui doit aussi rentrer en vigueur. Donc beaucoup de mesures qui doivent arriver et malheureusement la loi sur les délais de paiement, on attend toujours les textes. Et pourtant, Amine Joly, vous avez évoqué un enjeu crucial de cette loi et il est important de rappeler que le retard des délais de paiement reste parmi les principales causes de la faillite des TPE et des PME. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, les études le montrent clairement. Les TPE souffrent. Les défaillances d'entreprises proviennent essentiellement des TPE. Celles-ci souffrent à la fois d'une contraction forte de leur chiffre d'affaires, une baisse de leur rentabilité, mais pire que tout, c'est une augmentation faramineuse de leur délai de paiement. Tout ça mis bout à bout fait qu'elles n'ont quasiment aucun moyen de survivre aujourd'hui ou très difficilement. Les banques ne les suivent pas ou très peu.
Il faudrait une injection importante de fonds propres justement pour leur permettre de tenir le cap. Certaines entreprises, certains entrepreneurs ne le peuvent pas. D'où l'augmentation massive, on le voit depuis des mois, depuis des années, de ces différentes entreprises. Je ne dis pas ça pour faire peur. Je ne répète pas le même message depuis des mois, depuis des années pour faire peur. Mais pour moi, c'est une réalité. C'est une priorité, donc. C'est une priorité. C'est clairement une très grande priorité. Parce que c'est une menace au tissu économique national. Bien sûr, des milliers de TPE qui disparaissent chaque année, des problèmes de trésorerie pour toutes les entreprises. Imaginez qu'on réduise simplement, c'est facile à dire, mais qu'on réduise le délai moyen aujourd'hui qui existe, par exemple pour les TPE, qu'on passe de 10 mois, qu'on le réduise de 1 mois simplement, on verrait l'impact immédiat en termes d'injection de trésorerie. Ce serait de la trésorerie disponible pour les entreprises. Après, on pourrait parler d'autres choses. On pourrait, grâce à cette trésorerie, grâce à cet argent, les entreprises pourraient enfin parler d'embauche, pourraient enfin parler d'innovation, pourraient enfin parler d'exportation. Mais quand vous avez le nez dans le guidon en tant qu'entrepreneur et que vous faites par tous les moyens, vous essayez de récupérer de l'argent que votre client vous doit et que c'est grâce à cet argent que vous allez payer aujourd'hui votre local, que vous allez vous payer vous-même, il est évident que vous n'avez pas la possibilité de penser à autre chose. Donc pour moi, c'est une question clairement un enjeu stratégique, une question de survie pour l'entreprise. Alors pour conclure, cette loi vient pour remplacer la précédente mouture qui est déjà en vigueur, on le rappelle. Ça n'a pas marché pour la loi adoptée en 2011. Est-ce que ça va marcher avec ce nouveau texte ? Alors, je pense très sincèrement que pour que ce texte marche, il faut un effort des grands donneurs d'ordre. Au moins un des deux grands donneurs d'ordre, c'est-à-dire que l'État au moins donne le bon exemple. Si l'État montre le bon exemple, comme c'est le cas en France, je le répète encore une fois, aujourd'hui l'État en France est meilleur payeur que les entreprises privées. Comment ça s'explique ? Il y a eu un effort substantiel qui a été fait de l'État français, justement. Ils ont également compris l'enjeu que ça représentait pour l'économie nationale. Donc voilà, il y a eu un effort au niveau de l'État français pour payer plus rapidement ces entreprises. Aujourd'hui, il faut qu'on ait cette même approche au niveau de l'État marocain. On sait que aujourd'hui, on parle beaucoup des marchés publics, on parle beaucoup des délais de paiement sur les marchés publics. Qui peuvent dépasser 12 mois, et ça c'est seulement à partir, on comptabilise même pas ce qui se passe avant le début des travaux, donc c'est des délais qui peuvent parfois s'allonger davantage. Et ça, évidemment, ça pénalise fortement l'entreprise. Donc, il faut bien que quelqu'un montre l'exemple à un moment donné. L'État doit montrer l'exemple. Sauf que, oui, allez-y. L'avantage de cette loi, justement, c'est qu'elle va aussi intégrer les entreprises publiques. Ce n'est pas une autre loi qui est censée entrer en vigueur en janvier prochain ? Exactement. C'est une autre loi, mais le contexte global change. C'est-à-dire que par rapport à ce qui existait en 2011, l'État, les entreprises publiques sont aussi concernées par la question des délais de paiement. Ça, c'est une nouveauté qui est, à mon avis, essentielle. Même si je considère que les montants de pénalité sont relativement bas, puisqu'aujourd'hui on parle d'un montant de 3%, qui, somme toute, est très modeste, je trouve, par rapport à l'enjeu des retards. Et pourquoi une pénalité de 3% pour l'État et les entreprises publiques et de 10% pour les entreprises privées ? C'est problématique. C'est problématique, et ça a engendré des fortes discussions à un moment donné entre la CGEM et le gouvernement, justement. D'où peut-être le retard, d'ailleurs. De toute façon, aujourd'hui, concernant les marchés publics, le montant dérogatoire est fixé à 3%. Donc, fixé en fonction de bons du Trésor, des taux de moyens pondérés du bon Trésor à 3 mois. Donc voilà, ça va tourner autour de 3%. Ça, c'est quelque chose qui est déjà arrêté. Voilà. Maintenant, la seule question qui se pose, c'est la question des pénalités pour les entreprises privées. Alors, vous êtes optimiste, ça devrait marcher en principe. Espérons-le. Et donc, sur cet espoir, on arrive à la fin de cette première partie des décodeurs. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de cœur, coup de gueule, Amine Djoli. Alors moi, aujourd'hui, ce sera un coup de gueule. On parle beaucoup de marché public, de la préférence nationale. On parle beaucoup de préférence pour les entreprises marocaines, les PME notamment. Et là, récemment, un appel d'offres qui a été lancé par la Fédération marocaine de football et le ministère de l'équipement concernant le fait de pouvoir mettre dans des stades des écrans LED
Et donc l'appel d'offres a été ficelé de telle sorte, donc en un seul lot, et a été ficelé de telle sorte que les entreprises marocaines de fait ont été exclues de l'appel d'offres, alors qu'il existe au niveau marocain une expertise, pas nécessairement sur l'installation d'écrans LED, mais sur des écrans plus complexes. Ça a déjà été fait au Maroc. Si on avait parcelé, on avait mis en parcelle l'appel d'offres, certaines entreprises auraient pu y prétendre, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on a favorisé de fait des entreprises étrangères pour répondre à cet appel d'offres, et je trouve ça dommage. Et ça vient après une série d'appels d'offres de la sorte. Je pense notamment l'appel d'offres concernant la réfection des tables pour les écoles marocaines qui a été confié à l'OFPPT, alors qu'il y aurait pu y avoir un appel d'offres ouvert aux entreprises marocaines justement pour les aider. Je trouve ça dommage. On a des entreprises, elles ont besoin de travailler, il faudrait les aider. C'était le coup de cœur de Amine Dioli. Le Maroc vient de déposer sa candidature pour organiser la Coupe du Monde 2026. Amine Dioli, ça vous a surpris quand vous avez entendu la nouvelle ? Surpris, oui, j'avoue, mais bon, le Maroc n'est pas non plus à son premier coup d'essai. Ça fait quand même, elle a déjà déposé sa candidature 5 fois, malheureusement, qui se sont soldés par des échecs. J'espère que cette fois-ci ce sera la bonne, mais ça n'est pas gagné parce que là, en face de nous, il y a quand même un très très gros concurrent que sont les États-Unis, le Canada et le Mexique. Donc la partie est loin d'être gagnée. Maintenant, on avait quand même reçu des messages d'encouragement, notamment de Gianni Infantino il y a encore quelques mois, qui disait que le Maroc était prêt à organiser la Coupe du Monde. D'où acte maintenant. Alors justement, est-ce qu'on est prêt ? On commence d'abord par au niveau des infrastructures. Est-ce qu'on a aujourd'hui les infrastructures nécessaires pour organiser un événement aussi grandiose que celui-là ? Alors, l'expérience des différentes Coupes du Monde montre qu'il y a différents types de dépenses qui sont prévues pour l'organisation d'une Coupe du Monde. Il y a d'abord effectivement la réfection des infrastructures sportives, c'est-à-dire clairement les stades, etc. Aujourd'hui, il y a quand même un début d'amélioration, de mise aux normes des stades marocains. Aujourd'hui, on parle d'une dizaine de stades qui sont plus ou moins aux normes internationales. Donc c'est déjà un début. Il est évident que pour organiser une Coupe du Monde, il faudra davantage de stades aux normes internationales pour pouvoir faire les choses dans les règles de l'art, mais on a quand même un certain nombre d'années pour pouvoir y arriver. Deuxième investissement majeur, c'est évidemment les infrastructures globales, c'est-à-dire les infrastructures de transport, les métros, les aéroports, les routes. Voilà, il y a ça. Et puis il y a évidemment les structures hôtelières qui peuvent évidemment accompagner qui représentent un coût important d'investissement. Alors, vous avez évoqué une dizaine de stades. En fait, aujourd'hui, le Maroc dispose de 6 stades qui sont déjà finalisés, alors que 4 autres ne sont qu'en stade de construction, oui. En stade de travaux. Et vous l'avez dit, l'enjeu est grand parce qu'il y aura 48 équipes pour la Coupe du Monde 2026. Oui, effectivement. Maintenant, c'est vrai qu'il faut aussi voir, quand on regarde l'organisation d'une Coupe du Monde, il faut aussi voir les coûts qui sont associés, le coût global. Et je suis allé voir depuis la France 98 jusqu'au Qatar l'évolution des coûts de l'organisation d'une Coupe du Monde. Et il faut avouer que l'évolution est absolument faramineuse. Je prends l'exemple de la France 98. Le budget de la Coupe du Monde 98, c'était 360 millions d'euros. Au Brésil, on était passé à 8 milliards. La Russie prévoit un budget d'environ 21 milliards d'investissements et le Qatar, n'en parlons même pas, on prévoit un budget global de 150 milliards. Oui. Oui. Donc on voit déjà qu'entre le Brésil et le Qatar, il y a un budget 140 milliards d'euros quand même de différence. Mais oui, c'est absolument gigantesque. Mais on n'est pas dans les mêmes modèles économiques. Le Qatar, je pense très sincèrement, est en train de changer son modèle économique. Il n'a plus envie de rester uniquement producteur de gaz naturel liquéfié, de diversifier son économie et notamment diversifier vers le tourisme.
D'où la Coupe du Monde, j'ai envie de dire, est presque un prétexte pour justement faire tous les travaux nécessaires. Évidemment, le Maroc ne sera pas dans ce cadre-là. Il y a énormément de choses qui ont été faites ces dernières années en termes d'infrastructures, ne serait-ce que le TGV qui va bientôt rentrer en vigueur. Au niveau de l'infrastructure hôtelière, beaucoup de choses ont été faites. Il y a un plan qui existe pour diversifier notre offre touristique, notre offre hôtelière. Donc on part pas de zéro non plus. Je pense même que la Coupe du Monde peut être une occasion de rentabiliser entre guillemets le coût des infrastructures déjà réalisées. On va y revenir. Malheureusement, on n'a pas d'estimation pour le Maroc. On n'en a pas parlé encore sur combien ça devrait nous coûter. Mais en revenant aux infrastructures, il y a quelques années, la ville de Tanger n'a pas été retenue pour organiser un événement international culturel. Et le motif, c'était l'absence des toilettes publiques. Alors ça a l'air d'être epsilon, un détail, mais finalement c'était le motif du refus du dossier marocain. Est-ce qu'aujourd'hui, quelques années après, on est capable de tout prévoir pour que notre dossier soit solide ? Oui, je pense que très sincèrement, je vois mal le Maroc échouer pour l'organisation d'une Coupe du Monde, c'est-à-dire un événement vu par des milliards de gens à travers le monde pour des questions de toilettes publiques. Je pense que... Parce que c'est important, il faut le dire. Quand on a 4 millions de touristes comme le Brésil... Non, mais bien entendu que c'est très important, mais je pense pas que ce soit... Enfin, à mon avis, les choses seront faites de telle sorte que ces aspects-là soient pris en compte. Maintenant, le Maroc a quand même montré des capacités organisationnelles ces dernières années, justement sur des grands événements sportifs, des grands événements politiques. Alors, on parlait tout à l'heure de la COP 22. C'était l'argument de Rachid Talbi Alami, justement. Ça va peser ? Alors, ça, bien sûr, ça a été un grand succès. C'était pas facile, effectivement, de réunir autant de monde, de personnalités importantes et d'assurer un bon déroulement, une bonne sécurité de cet événement, compte tenu de l'environnement extérieur qu'on connaît actuellement. Maintenant, une Coupe du Monde, c'est pas une seule ville, c'est différentes villes, ça se passe dans différentes villes, c'est différents environnements. Mais le Maroc a déjà montré des capacités à organiser. Je pense notamment, alors tout récemment, il y a eu Tanger, le trophée des champions entre le PSG et Monaco, ça s'est très bien passé. D'après ce que j'ai vu, c'était un très beau match, mais surtout au niveau organisation, ça s'est très bien passé. L'année prochaine, le Maroc organisera en juillet, août la Coupe du Monde arabe, la Coupe des clubs arabes, de football. En 2013 et 2014, le Maroc a organisé la Coupe du Monde des clubs. Voilà, et puis sans parler du rendez-vous manqué de la CAN en 2015. Mais voilà, on organise des événements, on sait faire, il y a un savoir-faire organisationnel, il y a un savoir-faire sécuritaire. Je pense que tout est... On a des réseaux, on a des infrastructures, je pense que tout est là pour faire un bon événement. Alors juste un détail pour la précision, durant la COP 22, il y avait aussi une bonne partie de la sécurité qui a été assurée par les Nations Unies, et notamment la zone bleue où il y avait les chefs d'État et les grandes personnalités. Alors, une autre question se pose avec acuité aujourd'hui. Est-ce que le Maroc peut se permettre, à la lumière de tout ce qui se passe aujourd'hui, d'investir aujourd'hui pour organiser une Coupe du Monde en 2026 ? Alors c'est une bonne question. En fait, j'ai presque envie de dire que la question sous-jacente, c'est plutôt de savoir tous ces investissements, qu'est-ce que ça va nous rapporter. Oui, c'était la deuxième question justement. Oui. Et effectivement, je lisais une étude très intéressante de l'Air Hermès sur les conséquences de la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Quel impact ça avait eu sur l'économie brésilienne? Et la réponse est sans appel, c'est-à-dire qu'à court terme, il y a des effets positifs. C'est-à-dire sur le PIB, il y a eu une évolution de presque 30 milliards supplémentaires. Alors 30 milliards rapportés au PIB brésilien, ça représente à peine 1% de PIB additionnel supplémentaire, mais des rentrées fiscales supplémentaires, des revenus hôteliers supplémentaires et un impact positif sur l'emploi. À moyen terme. À très court terme. On a vu une progression de 0,7% d'emplois supplémentaires liés à la Coupe du Monde. Maintenant, quand on regarde post-Coupe du Monde ce que ça a eu comme impact, on voit que il y a eu une très faible croissance du PIB. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le Brésil, depuis plusieurs années, a une croissance atone.
En 2014, le PIB prévu au Brésil était de 1,8%. Il était à peine de 2% l'année d'après. La rentabilité, on a pu aussi mesurer le retour sur investissement des investissements qui avaient été faits dans le cadre de la Coupe du Monde. Et en réalité, les investissements qui avaient été faits dans les infrastructures sportives, etc., liés à cette Coupe du Monde, avaient eu un impact quasi epsilon sur la croissance du PIB. Alors donc, on sait qu'à court terme, il y a un effet positif. À moyen et long terme, on sait que l'effet est quasi nul. D'ailleurs, même constat, il me semble avoir lu ça sur les Jeux Olympiques de Londres. D'ailleurs, le débat a été posé. Donc, finalement, ce que vous me dites, c'est que à court terme, oui, il y aura un impact sur notre économie, mais que à long terme, on risque d'avoir perdu de l'argent. Donc, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui cet investissement qui est colossal aussi, il faut le dire? Alors, attention, on ne perd pas d'argent. L'investissement colossal, le retour sur investissement faible, mais on ne perd pas d'argent. Si je regarde les différentes coupes du monde qui ont été faites, il y a des recettes moyennes, c'est-à-dire une fois qu'on a enlevé du chiffre d'affaires réalisé, les différents coûts qui ont été, on arrive à des bénéfices qui s'élèvent à plusieurs milliards. Donc les pays qui ont organisé des coupes du monde avant nous, enfin par le passé, n'ont jamais perdu d'argent. Mais voilà, le retour sur investissement reste malgré tout très faible. Comment on finance généralement la Coupe du Monde quand on parle de 100 milliards d'euros par exemple pour le Qatar? Alors évidemment, le Qatar aujourd'hui a une manne qui est le gaz. C'est le troisième producteur mondial. Ils ont énormément d'argent à investir et justement cet argent. C'est le PIB du Maroc entre guillemets. C'est plus que le PIB du Maroc. Oui, bien entendu, mais on parle pas non plus de la même chose. Le Qatar est en train de transformer de manière drastique son économie. Le Maroc va certainement investir dans ses infrastructures sportives, en partie dans ses infrastructures hôtelières, mais on n'atteindra jamais les coûts du Qatar en 2022. On en sera bien loin. Alors, on s'est posé la question, qu'est-ce que ça va nous rapporter? On a eu la réponse avec vous, Amin Diolé. À court terme, c'est une bonne chose. À long terme, il n'y a pas beaucoup d'impact. Donc, je vous pose la question directement. Est-ce qu'à votre avis, on doit organiser cette Coupe du Monde? Alors, ce serait très bien de le faire pour une raison simple, c'est qu'il y a une chose qui n'a pas été mesurée, qui n'est pas mesurable, quantifiable au niveau de chiffrable, au niveau de croissance du PIB, investissement, etc., emploi. C'est cet effet notoriété. C'est l'effet que pendant plusieurs années, on va regarder de loin le Maroc, on va louer la qualité de son organisation, on va louer la qualité de l'événement. Et évidemment, ça a une valeur symbolique qui est très importante en termes de soft power. On en parle beaucoup de soft power. L'influence d'un pays part aussi de l'organisation d'événements majeurs. Je pense notamment, par exemple, à la Chine en 2008, avec les Jeux Olympiques. C'était le premier grand événement de la Chine puissante, riche, et évidemment l'objectif c'était d'en mettre plein les yeux. C'était évidemment pas de réaliser des infrastructures majeures, mais c'était surtout de montrer la Chine superpuissance, qui a des richesses, qui n'est plus la Chine d'il y avait 20 ans quand elle était pauvre. Donc en termes de notoriété, de soft power, c'est évidemment inégalable. Alors, une dernière question pour terminer. Et là, on a vraiment envie de sourire en se posant cette question. Est-ce que le Maroc a une chance face aux États-Unis, au Canada et au Mexique de grand gabarit? Il faut rester optimiste. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des éléments qui pèsent contre nous. C'est-à-dire que même si Gianni Infantino, le président de la FIFA, avait loué les qualités organisationnelles, enfin en tout cas mis en avant la capacité organisationnelle du Maroc pour ce type d'événement, il y a quand même l'organisation d'une Coupe du Monde, en tout cas l'attribution d'une Coupe du Monde reste liée à des lobbies. Et le lobby nord-américain est très puissant. Il a de manière très importante contribué à l'élection de Gianni Infantino. Je doute très fortement que ce lobby laisse passer sa chance d'organiser la Coupe du Monde. Voilà, donc, vous avez réduit notre espoir. Non, mais il faut toujours garder espoir. Mais bon, voilà, c'est une question de lobbying, c'est une question de capacité à négocier avec les autres fédérations internationales, mettre en avant justement les qualités du Maroc pour pouvoir organiser la Coupe du Monde. Mais du coup, on se pose cette question, est-ce que c'était
c'était intelligent de déposer notre dossier face à ces trois pays. En fait, on pouvait pas attendre qu'il y ait un autre pays. Mais il y aura toujours des grands en face de nous. Quand on organise une Coupe du Monde, les pays se battent pour pouvoir l'organiser. Si c'était pas 2026, en 2030, on serait peut-être tombé face à un autre grand pays. Mais bon, je pense que le continent africain a la chance d'organiser sa deuxième Coupe du Monde et je pense qu'il faut saisir cette chance. Et qui ne tente rien n'a rien. Exactement, puis on a le soutien de la CAF. On a le soutien de la CAF, oui d'ailleurs la dernière rencontre de Srerat, tout le monde avait montré sa solidarité avec le Maroc. C'était les décodeurs atlantiques avec Amine Diori qui est pas très optimiste ni par rapport à la loi sur les délais de paiement ni par rapport à l'organisation de la Coupe je suis pragmatique, j'attends de voir. Vous êtes pragmatique, merci Amine Diori d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Youssef Kotné à la réalisation et je vous dis à demain.